Ce Smart Meeting qui est dédié à l'inclusion numérique, avec un grand panel très divers et très international aujourd'hui. Alors l'inclusion numérique, il s'agit d'un sujet qui touche qui parle d'une problématique d'accès aux services publics qui sont de plus en plus sur Internet, qui parle également d'une montée en compétence des populations défavorisées et qui parle aussi d'un sujet d'exclusion citoyenne pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Je rappelle que depuis 2016, les Nations Unies ont décrété que l'accès à Internet faisait partie intégrante des droits de l'homme. Donc c'est un vrai sujet, spécialement pour nos territoires insulaires. On accueille aujourd'hui, pour débattre sur le sujet, Salva Tocco, présidente du Conseil national du numérique, qui est chargée d'étudier les questions relatives au numérique, et en particulier les enjeux et les perspectives de la transition numérique de la société, de l'économie, des organisations, de l'action publique et des territoires. Elle est également la fondatrice et présidente de l'association Bicomtech, qui a pour objectif de construire le premier pipeline européen de futures femmes ingénieures. Notre local de la bande, c'est Olivier Potet. Olivier est directeur de la fondation Agir contre l'exclusion Polynésie française, FACE. FACE, je ne sais pas comment tu le prononces. FACE. Olivier a travaillé pendant plus de 10 ans dans le domaine de l'insertion professionnelle et il pilote aujourd'hui avec les entreprises et associations adhérentes de la Fondation les actions d'inclusion dans le domaine de l'éducation et de la banque et du numérique. Il pilote également le hub ultra-numérique pour l'océan Pacifique suite à l'appel à projet Hub France Connecté porté par la Banque des Territoires et le secrétariat d'État au numérique. Tu pourras nous en parler peut-être après. Avec nous également Céline Charpio-Zapolski. Céline, après une carrière en tant qu'account exécutive pour les institutions européennes chez Capgemini, elle a rejoint le groupe Linagora, éditeur de logiciels libres, en tant que membre du board. Elle l'a créé et elle dirige la filiale vietnamienne depuis 2015, en complément de ses fonctions de directrice commerciale du groupe. En parallèle, elle a fondé en 2016 l'Open Academy, grande école du numérique dédiée au logiciel libre avec un focus particulier sur la place des femmes et des jeunes revalorisés dans l'écosystème numérique en France et à l'international. On va en parler. Yves Eonet, que je cache. Yves est le CEO et cofondateur de la fintech TagPay, un digital banking system hébergé sur le cloud et centré sur le mobile. Il a travaillé comme directeur de l'innovation chez Gemalto et Schlumberger pendant 15 ans, notamment lors de l'adoption des cartes à puce. Il est auteur du livre FinTech, les banques contre-attaquent. Avec nous également notre internationale Laura Haussmann, PhD et professeure à l'Arizona State University, ainsi que cofondatrice et directrice de SolarSpell, une bibliothèque numérique alimentée à l'énergie solaire et qui ne nécessite pas de connexion à Internet. Elle est finaliste des Tech for Island Awards de cette année. Et son travail est orienté vers l'action, son travail porte sur l'amélioration de l'accès à l'information éducative dans le monde entier, grâce à des technologies simples à utiliser, alimentées par le solaire et non connectées. Donc vraiment particulièrement attractif pour les territoires insulaires et on va en parler aussi. Enfin avec nous, Farid Humblo. Diplômé de l'EDEC Business School, il commence sa carrière à Amsterdam au sein d'une start-up de monétisation avant de rejoindre La Réunion en tant que responsable du développement économique de la filière numérique au sein de Digital Réunion. Depuis 2015, il a rejoint Simplon. Pour ceux qui ne connaissent pas Simplon, c'est un organisme de formation. Et il s'occupe du développement ultramarin en tant que directeur des Outre-mer de l'entreprise. Il s'occupe également des projets transverses de Simplon, tels que la création de son CFA et des projets autour de la résilience des territoires. Alors Salva, on va commencer avec toi, parce qu'il me semble que l'inclusion numérique, c'est quand même l'un de tes dadas, particulièrement au sein du Conseil national du numérique. Est-ce que tu peux nous dire quels travaux tu mènes avec ton administration sur le sujet ? Quelles sont tes principales recommandations à la matière et quelles sont les réponses de l'État sur le sujet ? Oula, vaste sujet. Plein de questions. Je te laisse répondre. On a 3 heures ? Tu as 5 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, quand j'ai été nommée, quand j'ai pris mon poste il y a 1 an et demi, j'ai décidé que le socle de ma mandature serait sous le signe de l'inclusion. Et parce que pour moi, l'inclusion était à la fois un mot
un mot-clé, un mot très important pour pouvoir être en capacité de travailler sur tous les enjeux du numérique, vu son concept très transversal. Et pour moi, l'inclusion a une résonance encore plus particulière, puisque je travaille énormément sur l'inclusion de jeunes femmes dans le monde technique de l'informatique, puisque je pense que vous le savez tous, il n'y a pas suffisamment de femmes représentées dans les métiers les plus techniques du monde informatique, et que c'est un vrai manque dans notre population, dans notre civilisation, non seulement en termes justement d'insertion à l'emploi pour les femmes dans les années à venir, mais aussi de capacité à pouvoir avoir des équipes mixtes qui répondent véritablement aux besoins de l'entièreté de la population, qui a besoin de plutôt accueillir des équipes mixtes que des équipes uniquement masculines. Alors, pour ce qui concerne le Conseil national du numérique, il se trouve que ça fait un moment que le CNUM travaille sur cette question d'inclusion, et notamment d'inclusion dans l'univers du numérique. On avait déjà, par le passé, mes prédécesseurs avaient fait un rapport qui a été édité en 2013, si mes souvenirs sont bons, sur le sujet, et qui invitait en fait un petit peu à dépasser ce qu'on appelle la fracture numérique, pour véritablement essayer de trouver des moyens de vraiment créer des liens qui facilitent la vie à la fois des citoyens en tant qu'acteurs de leurs droits et de leurs devoirs dans une société qui se digitalise de plus en plus, et notamment dans une administration qui se digitalise de plus en plus. Le président Macron a annoncé à quelques jours après son élection qu'il souhaitait la dématérialisation totale des administrations publiques d'ici 2022. Mais à côté de ça, en France métropolitaine, et j'insiste, malheureusement, j'ai tapé un peu du poing sur la table, je vous avoue, quand j'ai posé la question, les outre-mer, de manière globale, ne sont pas compris dans cette étude qui montre 15 à 20 millions de personnes, donc en France métropolitaine, qu'on dit exclues, éloignées, voire exclues du numérique, tant par les usages, que par l'intérêt qu'elle pourrait porter. Donc, et j'imagine que c'est la même chose aussi dans tous les territoires outre-mer qui sont sous la houlette de la France, métropolitaine j'entends, et pour nous c'est un vrai sujet, parce que cela veut dire que l'État se doit de retrouver sa capacité à pouvoir réinclure cette population pour ne pas lui ôter ses vraies capacités de devoir et de citoyen aujourd'hui au XXIe siècle. C'est un enjeu qui est très fort, c'est un enjeu qui est à la fois politique, à la fois économique et à la fois social. C'est un enjeu qui concerne non seulement les villes, mais aussi les ruralités, les campagnes, la province. Et ce n'est pas qu'une question d'infrastructure. Parce que vous le savez, il existe la mission très haut débit qui a pour fonction justement d'amener la fibre quasiment sur l'entièreté du territoire français. Mais c'est aussi une question d'appropriation et d'acculturation au numérique pour que les gens puissent comprendre véritablement quelles interactions ils peuvent avoir, tant pour leur vie sociale, personnelle, que leur vie professionnelle, mais également bien sûr pour leur vie de citoyens actifs. Et du coup, quelles sont les recommandations du Conseil national du numérique ? Parce que là, les gens dont on parle, c'est 15 millions de personnes. Est-ce que ce sont 15 millions de seniors, par exemple, ou c'est beaucoup plus complexe que ça ? Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le Défenseur des droits a sorti il y a 2 mois justement une étude sur le sujet. Ces personnes, ça correspond en fait quasiment à toute typologie en fait de personnes de la population. Vous avez autant des jeunes que des personnes seniors. Ça inclut également de manière assez importante les personnes en situation de handicap. Parce que nous avons, émis un rapport juste avant l'été 2019 qui montre que seulement 4% des sites administratifs sont accessibles aux personnes porteuses de handicap. Donc ils subissent une double peine. Et c'est très paradoxal quand on parle des jeunes, par exemple, parce que tout le monde pense que les jeunes sont connectés, on les appelle des digital natives. Alors, comme j'aime à le rappeler, digital natives n'est pas un gène ou un chromosome,
Voilà, moi, en tous les cas, personnellement, je n'ai pas appris ça en biologie. Et on s'en rend compte quand justement on les met face à des situations, je dirais, un petit peu plus professionnelles d'usage des outils numériques. Ils sont certes habitués à pouvoir, alors c'est pas pour être péjorative et méchante avec les jeunes, glisser son doigt sur un écran, c'est quand même à la portée de tout le monde. Voilà. Donc ils ont cette facilité-là. Mais quand on leur demande d'aller un petit peu plus loin dans une interaction quasi professionnelle, et quand je dis quasi professionnelle, c'est ne serait-ce qu'envoyer un mail avec une pièce jointe par exemple, ça devient plus compliqué pour eux. En fait, ils ne maîtrisent pas cet aspect-là du numérique, et encore moins tout ce qui va être autour de l'écosystème et de la sphère qui s'apparente à du professionnel, et auquel finalement ils sont confrontés assez jeunes, parce que moi ça je l'ai vu, je l'ai constaté dès la 3e. La France a instauré l'obligation d'une séquence d'observation d'une semaine pour les élèves en 3e, pour justement qu'ils découvrent le monde du travail et qu'ils commencent à réfléchir à leur orientation. Et le moyen le plus facile et le plus rapide de pouvoir faire ces demandes, c'est d'envoyer des mails à des entreprises. Et c'est tout un travail en fait à faire avec eux pour envoyer ces mails, et donc avoir cette interaction professionnelle finalement assez tôt. Et donc du coup, on est vraiment sur un champ très très large, donc vraiment des plus jeunes aux plus âgés. D'accord. Avec et donc du coup, c'est ce qui rend la chose encore plus difficile. Et parmi les recommandations qui ont été faites et qui ont été suivies, qui ont été faites par le CNUM et qui ont été suivies, ça a été justement de créer en fait des écosystèmes un peu plus homogénéisés. Il y a eu les EPN, qui étaient les espaces publics numériques, mais qui petit à petit ont été un petit peu abandonnés par faute de moyens et faute de personnes véritablement qualifiées pour continuer à les entretenir et à véritablement prendre le virage numérique, parce que les EPN ont été mis en place bien avant l'entrée. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'un EPN ? Un espace public numérique, ce serait l'équivalent d'un cybercafé un peu plus, où on peut avoir des formations aussi autour de tant de la navigation à l'époque, de la navigation sur Internet, qu'aussi des formations sur la bureautique informatique. Voilà, ça c'était les prémices des maisons France Service en fait, et des tiers-lieux, qu'on a commencé à déployer. Donc il y a eu un grand plan du coup Maison France Service et tiers-lieux qui a été déployé depuis un an, qui est chapeauté par la mission numérique de Bercy. Et ça, c'était une des recommandations du CNUM, de créer en fait des espaces un peu plus homogènes, qui puissent correspondre autant à un public jeune qu'à un public plus âgé, à un public en difficulté, en insertion à l'emploi, qu'un public en situation de handicap. Et surtout, la recommandation première était de surtout dire: il faut des lieux physiques. Nous avons besoin de lieux physiques pour que les gens puissent s'approprier ces outils virtuels. Ça ne peut pas se passer uniquement via une interaction d'écran à écran, quand justement on est dans l'incapacité de véritablement s'emparer d'une manière agile d'un outil, qu'il soit sur un téléphone portable ou que ce soit une tablette, voire un ordinateur. De plus, ça répond pour l'instant au manque d'infrastructures, parce que tout le monde n'est pas forcément connecté. Tout le monde, notamment par les publics défavorisés, n'a pas forcément les capacités de pouvoir payer tous les mois sa connexion à Internet. Donc le fait d'avoir des lieux répond à différentes problématiques d'un certain public, et permet de pouvoir aussi identifier les personnes qui sont réfractaires et d'essayer de comprendre pourquoi elles le sont. Et la deuxième grosse recommandation, et j'en termine là, promis, c'est que justement par rapport à ces publics qui sont réfractaires, c'est que la recommandation du CNUM sur l'ensemble des actions qui sont menées en matière de transformation digitale, c'est de laisser un petit chemin d'alternative. S'il y a vraiment des personnes encore aujourd'hui qui sont totalement réfractaires pour plein de raisons différentes. Ça peut être parce qu'ils ils diabolisent la technologie, ils ont un gros souci de volonté de préservation de leurs données personnelles, etc. Ces personnes-là n'ont pas le droit d'être exclues d'office du monde numérique, et en fait du monde de l'État, tout simplement. Donc notre recommandation était de dire: ne fermez pas tous les services physiques. Il faut que des services physiques demeurent, parce que tant que cette transition n'aura pas été faite au fil des années.
C'est intéressant ce que tu dis, Salma. Ça rebondit sur des sujets qu'on a abordés dans le précédent Smart Meeting. Ce qui revient à chaque fois, c'est que l'humain ne peut pas être exclu du digital. Et on a vraiment besoin de relations physiques, humaines, d'échanges qui ne peuvent pas se réaliser uniquement par l'interface numérique. Alors, je rebondis aussi sur une autre question, enfin un autre sujet que tu as posé. Tout le monde n'a pas accès à Internet ou la possibilité de s'acheter un forfait. Mais on a quand même de plus en plus, presque tous, un téléphone. Et justement, Yves, tu vas nous en parler. Le téléphone, le mobile, peut aussi être un vecteur de réduction de cette fracture numérique. Oui, absolument. On parlait hier, par exemple, des gens connectés en Angola sur le plateau. Bien sûr. En fait, moi je vois l'inclusion numérique à travers l'inclusion financière, puisque je m'occupe de proposer aux banques des systèmes qui permettent à l'ensemble de la population d'avoir accès aux services financiers numériques. Et on passe, bien sûr, je suis très content d'être sur un groupe qui parle d'éducation, parce que notre problème, enfin disons, le sujet qu'on adresse, c'est un sujet d'apprentissage et d'éducation des populations. Comment est-ce qu'ils vont faire pour virtualiser l'argent ? La digitalisation de l'argent, c'est la fin de la monnaie, c'est le début de la monnaie virtuelle, etc. Il y a des problèmes de confiance, il y a des problèmes de compréhension. Donc, ce que je voudrais, j'ai bien aimé ce qu'on a dit tout de suite. On a une grosse expérience, on est dans 28 pays qui sont tous des pays où il y a l'inclusion financière, donc l'inclusion numérique est un vrai challenge. Et je pense qu'on a tout à fait raison quand on dit que l'humain est central. Pour moi, numériser, ça veut dire humaniser. Ça ne veut pas dire déshumaniser. Je vais vous donner des chiffres qui sont intéressants. On a un client qui a 60 agences dans son pays. Il va avoir 30 000 agents dans les populations pour représenter sa banque, pour que la banque devienne proche des gens. Donc la numérisation peut entraîner de l'humanisation. Et ça, c'est très important. On n'est pas en train de dire qu'on va se retrouver tout seul devant un écran. On est en train de dire qu'on va se trouver devant des nouveaux mécanismes où l'humain pourra intervenir pour aider, pour former, etc. Et qui va permettre à ces populations d'accéder à ces nouveaux systèmes. Alors, l'enjeu est considérable. Et j'ai dit ça hier déjà. Je pense que ce qui est très important, c'est de se rendre compte que le numérique ne va pas faire évoluer les gens par des petites marches incrémentales comme on l'a fait, nous qui avons conçu et évolué avec le numérique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire un saut technologique et ils vont aller directement vers des systèmes auxquels nous-mêmes, on n'a pas accès. Et là, tu faisais allusion à cet exemple que j'ai donné hier, qui est quand même très frappant, avec un vieux Nokia ancestral et une carte SIM sans la data, dans les montagnes en Angola. Avec nos technologies, on peut obtenir un prêt en 500 millisecondes, en une demi-seconde. Et ce prêt, il est scoré, c'est-à-dire qu'il a fait appel à des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle, qui sont bien sûr sur le cloud, et qui permettent de s'assurer que la personne à qui on fait un prêt pourra rembourser. Donc on est dans des technos qui n'ont plus rien à voir avec celles qu'on a aujourd'hui chez nous. Et l'éducation qui a été faite auprès de ces gens-là, en fait, elle a été assez simple. Et avant de terminer, je vais dire une dernière anecdote que j'ai beaucoup aimée, que c'était au Mali. On travaillait sur ces sujets-là. On était dans un amphi et puis on se passait le micro en disant voilà comment on va faire pour pouvoir envoyer de l'argent à des gens qui ne savent pas lire. C'est compliqué, donc on cherchait des idées. Il y avait toute une série de représentants. Et dans le fond de l'amphi, en haut de l'amphi, il y avait trois dames un peu âgées qui étaient en habit traditionnel, qui ont demandé à prendre le micro. Donc on leur a passé le micro. Et la plus âgée a pris le micro et elle a dit vous savez, envoyer l'argent, on saura lire. C'est intéressant. Je ne sais pas si elle saura lire parce que c'est de l'argent ou si elle saura lire parce qu'elle reçoit de l'argent. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, pour toi, l'inclusion financière est un précédent de l'inclusion numérique. Ou ça avance en parallèle, tout ça est en parallèle. Et ça va beaucoup plus vite qu'on ne croit. Alors, la formation est un pilier quand même de la réduction de cette fracture numérique. Et Farid, tu peux peut-être nous en parler ? Parce qu'avec Simplon, c'est un peu votre job. Comment ça s'opère aujourd'hui ? Tu peux nous en parler ? Oui, donc, je peux en parler sans souci. Tout d'abord, un peu en préambule de cette partie plus centrée autour de la formation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette logique d'inclusion numérique. Et dans l'inclusion numérique, il ne faut pas oublier que le contraire de l'inclusion numérique, c'est de l'exclusion numérique. C'est-à-dire qu'on exclut une partie de nos populations. Dans les années 2000, on avait une vision assez utopiste de ce que pouvait être l'inclusion numérique en se disant l'inclusion numérique, en fait, c'est de l'accès au numérique. D'ailleurs, on va déployer des câbles, on fait des plans fibres, tout le monde va être connecté et c'est ça qui fera que les populations vont être exclues. Voilà. Mais depuis 2011-2012, on a commencé à se dire tiens, par contre, on a des gens qui consomment du numérique mais ils ne savent pas l'utiliser. Donc qu'est-ce qu'on fait des usages ? Comment on fait en sorte que ces personnes, ces 13 ou 18 millions de Français
qui sont exclus du numérique sont en capacité de se former. Et on voit par les typologies de population qu'on a dans ces 18 millions qu'en fait, on ne pourra pas les former avec un plan simple en se disant, tiens, il suffit de mettre des lieux, ils vont venir, ils vont se former. Donc comment on arrive à avoir une approche un peu séquencée de toutes ces populations pour se dire, tiens, sur ces typologies de population-là, ce qui fonctionne, c'est, là je vous prends un exemple de ce qu'on a pu déployer avec Simplon, c'est on va dans les bas d'immeubles, donc on va dans les quartiers, on installe des lieux éphémères de 6 à 9 mois, et pendant 6 à 9 mois, en fait, on met du matos, enfin on met des ordinateurs, des tablettes, etc. Et on crée des ateliers avec les différentes générations de l'immeuble. C'est-à-dire on forme les enfants avec une approche plus basique autour de c'est bien tu joues à Fortnite, mais concrètement, typiquement, c'est comment tu envoies un mail demain. Et ça me renvoie à ce que Salwa avait dit sur l'email, ça me renvoie un peu aux travaux de Dominique Pasquet, qui est une sociologue qui a travaillé beaucoup sur l'inclusion numérique et elle s'est aperçue qu'en fait, que pour certaines populations, en fait, envoyer un email, c'était ressenti comme un mal-être fort. De se dire, mais comment demain je vais faire pour aller communiquer, comment je peux aller payer déjà mon loyer par mail, parce que souvent c'est ce qui se passe, c'est qu'on a la numérisation de l'État, mais en face, on a aussi la numérisation du privé. Et nous, on travaille beaucoup avec des bailleurs sociaux, et on s'aperçoit qu'en fait, leur logique aujourd'hui, c'est ils ont mis des bornes de paiement, mais personne n'y va. Donc comment on fait aujourd'hui pour aller chercher les gens qui vont payer ? C'est en recréant des lieux, une dynamique autour de la formation. Et c'est ce qu'on a commencé à faire autour de ça. Et donc là, c'est une première approche. Mais ce dont on s'est aperçu dans cette approche-là, en fait, c'est que le monde numérique et le monde social sont totalement dissociés. C'est-à-dire que souvent, on croit que y a le numérique, donc tout le monde va être sur un pied d'égalité. C'est loin d'être le cas. Et comment on remédie à ça ? L'un des piliers, c'est justement l'information. Donc on met en place différents dispositifs de formation. Et en fonction des populations, en fonction de la dynamique qu'on peut avoir dans les lieux, dans les quartiers, on arrive à aller chercher de plus en plus loin sur des populations qui sont de plus en plus exclues ou plus éloignées du numérique. Et ça nous permet aussi de recréer du lien social. Parce que c'est ça aussi qu'on veut faire, c'est qu'à travers la formation, l'idée c'est vraiment de reconnecter les gens de toutes les façons. C'est-à-dire les reconnecter au réseau, les reconnecter au savoir, mais surtout se reconnecter entre eux. Parce que souvent, entre les... je vous raconte une anecdote. Moi, je suis allé il n'y a pas longtemps dans le quartier d'Île-de-France, peu importe lequel, et on visite un immeuble. Et en fait, je discute avec une famille sur laquelle on a mis un dispositif de formation. Elle me dit, moi, c'est super parce que moi, quand j'ai demandé à mon petit-fils de m'aider à me connecter, en fait, il m'a dit, non, mais c'est pas mon rôle de faire ça. C'est à toi de m'apprendre des choses, c'est pas à moi de t'apprendre des choses. Et ça crée une nouvelle tension. Et c'est pour ça qu'on essaie de passer ça en disant, tiens, si vous travaillez entre seniors et enfants, vous pouvez faire des choses. Donc on a mis notamment dans certains quartiers en place des formations autour de la nutrition. En disant, l'outil numérique, ça va vous permettre de vous reconnecter sur qu'est-ce que vous mangiez avant. Qu'est-ce que vous mangez vos grands-parents, qu'est-ce que vous mangez vous. Et on travaille autour d'ateliers et on fait des petites applications pour se dire, tiens, ça c'est ce que mangeait ma grand-mère, c'était bien, elle aimait bien ça, elle pouvait manger tous les jours. Moi, je mange plutôt McDo, est-ce que c'est un apport nutritif suffisant ? Et tout ça, on travaille autour de ça. Et c'est autour de l'objet de formation qu'on arrive à reconnecter les populations. Parce que déployer une formation en soi, ça n'a peu ou pas de sens si on n'arrive pas à reconnecter les gens autour. D'accord. Et ces formations sont diplômantes ou pas ? Est-ce que tu vas au niveau de dire, ok, je prends un enfant qui a de l'appétence, par exemple, pour le numérique, et je décide de le former, de lui apprendre le code, il peut devenir développeur ? Alors nous, on va de ce qu'on appelle chez nous les compétences numériques fondamentales, qui sont en fait, c'est comprendre juste comment j'envoie un mail, à quoi ça sert Excel, jusqu'à les métiers de la donnée, donc de venir travailler. On a des gens qui travaillent dans des grosses ESN, Capgemini, qui traitent les données. Donc ils sont certifiés ou diplômés en fonction des formations qu'on déploie. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on crée une dynamique et après on voit, parce que certaines populations, ils vont se mettre dans une mouvance d'autodaxie, ils vont apprendre des choses. On a souvent, par exemple, on a eu une boulangère qui a fait une formation et qui après s'est auto-formée sur comment, à travers le numérique, je suis en capacité de chercher des contenus, des vidéos, pour apprendre des nouvelles compétences appliquées à mon métier. Et ça, elle a pu le faire parce qu'elle s'est dit, mais de toute façon, je sais faire, je suis en confiance par rapport à l'outil.
Je ne suis pas uniquement consommatrice des flux de réseaux sociaux, etc. Mais je suis aussi en capacité de chercher des informations et de les utiliser, de les appliquer dans la vie réelle. Et c'est ça qui est important, au-delà de la partie diplômante, parce que nous, on forme, on va dire, jusqu'à Bac+3 à peu près. D'accord. Ouais, on est dans les usages du quotidien. Alors, Céline, je vais passer le micro à Céline. C'est intéressant, on est encore sur le sujet de la formation. Toi, tu as fondé l'Open Academy parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait un grand vide de formation sur l'usage de l'open source. Oui, alors... C'est presque une défaillance de notre pays pour l'innovation, de ne pas avoir de gens qui sachent manier. Non, en fait, le sujet, c'est que nous, on est éditeur de logiciels open source. Donc, en fait, il y a beaucoup de formations pour utiliser l'open source. Chez vous, vous avez du PHP, vous avez du JS, etc. Donc, qui sont des technologies open source. Mais en fait, notre besoin à nous, il est au-delà de ça. C'est de dire, je ne suis pas qu'un utilisateur, mais je crée des logiciels qui sont open source. Et je fais en sorte, en fait, de créer des logiciels qui soient pérennes, qui soient maintenables, etc. Pourquoi ? Parce que nos clients, c'est toutes les banques, c'est les gouvernements, etc. Donc en fait, on n'est pas juste sur de l'application mobile X, on est sur des choses qui peuvent être un peu plus critiques en termes d'usage. Et effectivement, aujourd'hui, quand on regarde la technologie open source, elle est partout. Il n'y aurait pas de Twitter, il n'y aurait pas de Facebook, il n'y aurait pas toutes les licornes en fait, sans en fait, cette technologie-là. Sauf qu'effectivement, elle est apprise comme d'autres technologies. Et un des sujets qu'on a, c'est que partout dans le monde, tu es certifié Microsoft, tu es certifié Cisco, tu es certifié HP, tu es certifié plein de choses. Et finalement, la certification sur l'usage en fait, du libre, qui est la certification Linux, elle est pas assez reconnue et utilisée. Donc ça, c'était un point effectivement sur lequel on voulait en fait appuyer, parce nous on travaille avec LPI, qui est Linux Professional Institute depuis 10 ans maintenant, qui est la certification en fait reconnue au niveau international sur l'open source, et on voulait en fait la promouvoir sur cette partie administration, mais aussi en fait sur toute la partie développement. Il y a un certain nombre de certifications en fait internationales. Donc moi, effectivement, le besoin, c'est oui, c'est pas une technologie comme les autres, parce qu'en fait, on n'est pas obligé par un éditeur à passer à la version supérieure, à appliquer des patchs, à appliquer machin, etc. Donc on a un sujet en fait sur la sécurité logicielle, un peu particulière, sur la capacité en fait à l'open source. C'est en fait finalement tu ouvres la boîte et tu es capable en fait d'aller au fond du code et de remodifier tout, puisque c'est le principe même en fait de pouvoir customiser à 100% en fait ton logiciel. Et effectivement, il faut ce qu'on apprend dans le cadre en fait de l'Open Academy, c'est pas tant apprendre à utiliser une technologie, mais c'est apprendre à apprendre une nouvelle technologie. Puisque en fait, en plus, dans nos métiers, sur ce type de technologie, le sujet, c'est pas une fois que tu as appris un langage, finalement, il est presque has-been, et donc il faut que tu réapprennes en fait autre chose. Presque de la formation continue. Ouais, c'est apprendre à apprendre. Donc en fait, moi, ce qu'on donne, c'est de dire, voilà, nous. Tu viens chez nous, on va t'apprendre en fait les bases qui sont l'algorithmie, qui sont en fait vraiment les choses qu'il faut comprendre en fait, les infrastructures en fait informatiques, qu'est-ce que c'est, etc. On te donne en fait des compétences sur 1 ou 2 ou 3 types en fait de langage, mais surtout on te dit ça c'est que le début. Donc ce qui est important, c'est aussi de créer en fait et de mettre finalement, d'avoir l'acculturation, et puis derrière d'apprendre à apprendre, donc savoir chercher, savoir comment en fait s'informer, comment apprendre différemment, etc. Et puis aussi quelque part, c'est rendre une autonomie sur l'apprentissage. Voilà. Nous on a des jeunes chez nous moi j'ai des jeunes qui sont arrêtés en 3e. Qui ont, parce que pour plein de raisons, etc., qui aiment le code, qui ont essayé par-ci, par-là, mais en fait, autant ils savent développer des applications, autant ils ne sauront pas en fait, travailler dans un cadre en fait, entreprise, et ça, c'est aussi ce qu'on leur donne. Donc c'est pour ça que chez nous, c'est 1 jour de théorie, mais surtout 4 jours de pratique. Uniquement en fait, et donc les 4 jours de pratique, c'est des projets qui sont donnés par les entreprises partenaires.
parce que par ailleurs, il faut qu'ils apprennent sur quelque chose qui sert à quelque chose et pas des projets théoriques. Voilà. Donc ça, c'est important parce que c'est une question aussi de responsabiliser et c'est une façon aussi de les aider encore plus à re-rentrer en fait, rentrer ou re-rentrer finalement dans le monde professionnel. Et effectivement, le troisième aspect, c'est que les tuteurs sont des tuteurs des entreprises. Et donc effectivement, c'est un engagement citoyen fort aussi des entreprises. Et c'est pas que je l'affiche en fait sur mon programme RSE, mais en fait, si tu es partenaire de l'Open Academy, tu viens et tu travailles avec les étudiants. Et ça, c'est ce qui nous permet d'avoir, voilà, on a eu 95% en fait de retour soit à l'emploi, sur 75% en fait des équipes, soit en fait 20% qui en profitent pour aller ou retourner à l'école. Donc reprendre en fait des études et des formations en fait complémentaires. Voilà. Alors merci Céline. Alors en parlant d'école justement, je voudrais qu'on mette en lumière le projet de Laura, le projet de son ONG qui est de dire l'école, elle n'est pas partout. Oui. Et les écoles, même quand il y en a, elles n'ont pas la capacité d'être dotées de beaucoup de ressources, oui, parce qu'il n'y a pas Internet partout, malheureusement. Oui. C'est le cas de pas mal de pays encore. Et est-ce que tu peux nous parler de SolarSpell alors ? Oui, tout à fait. Et j'ai des notes parce que le français n'est pas parfait. Mon français n'est pas parfait. Bon, mais d'abord, je voulais dire que la moitié de la population du monde n'a pas encore connecté. La moitié. Mais c'est encore pire pour les écoles parce que plus que 90% des écoles au monde de développement n'ont pas l'accès à l'Internet. 90%. Mais, comme Salwa a dit, et les autres aussi a dit, l'accès seul ne sera jamais assez. Si c'était assez, nous aurons être les génies si on a accès à l'Internet, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur l'Internet, non? Bon. Pour parler à SolarSpell. Oui. Alors, parce que SolarSpell, c'est un projet qui s'inscrit dans le concret. Il s'agit vraiment d'envoyer je te laisse nous présenter la bibliothèque numérique. Oui, hors ligne, facile à utiliser, alimenté par un panneau solaire. On peut l'utiliser partout, n'importe quel obstacle infrastructurel. Bon, la technologie, c'est facile, mais c'est toujours la chose plus facile. Le plus facile. C'est parce que c'est pas la technologie qui empêche, c'est la compétence. Et j'ai réalisé ça après qu'on a inventé la bibliothèque solaire. Alors, sans développement des compétences, cette bibliothèque numérique resterait inutilisée, à l'instar de nombreuses autres initiatives axées sur la technologie qui ont précédé la mienne. L'accès n'est jamais assez. Alors, SolarSpell imite une expérience en ligne ou connectée sur l'Internet, alors que même en l'absence de connectivité Internet, des compétences cruciales telles que la maîtrise de l'information et les compétences numériques puissent être développées. C'est extrêmement important. Ceux d'entre nous qui utilisent Internet tout le temps oublient complètement qu'il faut un large éventail de compétences, non seulement pour utiliser l'Internet, mais encore plus important pour savoir ce que nous trouverons sur Internet, ce qui est vrai, ce qui est faux, qu'est-ce qui est digne de confiance et qu'est-ce qui est suspect, et où chercher toutes ces informations. Alors, SolarSpell emploie un modèle de formation des formateurs, et pour cela, nous poursuivrons les relations avec des partenaires locaux, comme des ministères de l'Éducation, et pour cela, nous poursuivrons les relations
excusez-moi, à la fois pour aider les nouveaux utilisateurs de la bibliothèque et pour identifier des contenus supplémentaires, localisés et pertinents pour les utilisateurs. Merci Laura. Il s'agit effectivement de former, grâce à l'outil, à la bibliothèque numérique que tu proposes, il s'agit de former les enseignants à l'utilisation finalement du digital. Quels sont les champs de compétences à mettre en œuvre et même le type de pensée à mettre en œuvre, la logique à mettre en œuvre. Et ensuite, la bibliothèque, concrètement, elle fournit tout un tas de données, d'accès à des livres, d'accès à des vidéos, à des choses qui ne seraient pas possibles sans ce petit boîtier qui, grâce au solaire, fabrique sa propre énergie, a son propre petit réseau Wi-Fi pour se connecter à un serveur interne, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Donc, ce que disait Laura, c'est bien qu'elle simule la connectivité à l'Internet, parce qu'il n'y a pas de réel accès à Internet. Ils ont juste accès à une bibliothèque de données qu'ils vont utiliser comme s'ils naviguaient dans un navigateur Internet. Donc, on a la formation à l'outil, à l'usage du numérique, et également la réception de contenu digital auxquels n'auraient jamais accès ces enfants-là. Des enfants, par exemple, des Vanuatu, vous êtes en train d'équiper... Oui, mais c'est tout à fait simple. C'est la batterie, un micro-ordinateur qui fonctionne comme un serveur. Et ça émet un hotspot Wi-Fi avec tout le contenu qui est sur cette carte mémoire. On connecte avec un smartphone, tablette, laptop, n'importe quel appareil Wi-Fi compatible. Alors, c'est vraiment facile à connecter et utiliser. Je vous invite à visiter le stand de SolarSpell aujourd'hui dans la salle d'expo. Juste à côté en face, oui. Et vous pouvez constater à vous-même à quel point il est facile de se connecter et de l'utiliser. Toute l'information dans la bibliothèque est open access. On peut télécharger tout et partager avec tous les amis, partout. Merci Laura. Je vous invite à aller voir son stand, découvrir sa techno, c'est vraiment hyper intéressant, spécialement pour les territoires insulaires qui ont parfois pas du tout d'accès à Internet et qui ont peu de ressources pour leurs enfants, mais également pour les territoires isolés, tout simplement. Tu as des use cases en Afrique, dans des villages qui n'avaient pas du tout d'accès ni à Internet, ni à des bibliothèques. Oui, c'est vraiment le cas. C'était conçu pour les écoles aux îles. J'ai fait visite chez beaucoup des îles très éloignées et les enseignants, ils n'ont pas la capacité. Je me demandais comment est-ce que je peux amener l'information chez eux, même sans l'électricité, même sans Internet, même sans capacité ou bien... Tu as cherché à dépasser tous les obstacles auxquels faisaient face ces populations pour leur amener le digital malgré qu'il n'ait pas de connexion Internet. Mais la plus importante reste toujours les humains. La formation, bien sûr, qui est au cœur de ton sujet. Humains. Alors, pour ce qui est des territoires insulaires, Olivier, on va passer à toi parce que la Polynésie, en Polynésie, quels sont les enjeux de cette fracture numérique et comment y faire face pour... Très bon jeu de mots. Alors, j'ai l'exercice pas facile de finir et puis je suis passé qu'après des experts informatiques. Alors, moi, je suis pas du tout expert informatique, mais je vous propose de parler de l'inclusion numérique sous l'angle de l'action sociale. Et quand on parle d'inclusion numérique et qu'on parle d'inclusion d'action sociale, on se rend compte que finalement, le numérique, c'est un super outil d'accès aux droits, de formation, etc. C'est vraiment génial, quoi, en termes d'inclusion de la société. Par contre, ça nécessite le minimum vital, et ça a été rappelé par les intervenants ici. Il faut un ordinateur ou une tablette ou ce qu'on veut, un outil. Il faut une connexion, et puis surtout, il faut savoir se servir de l'outil qu'on a récupéré, quoi. Et en fait, il suffit de ne pas avoir un seul de ces trois composantes-là, et on se retrouve en fait exclu de cette marche en avant du numérique. Et donc le paradoxe du numérique, et a fortiori en Polynésie, c'est qu'on a finalement un bon outil pour lutter contre l'éloignement géographique, l'isolement des populations, etc. Mais que si on oublie la base de la base, l'ordi, la connexion et puis l'usage qu'on en fait,
finalement on risque de laisser de côté une part importante de la population. Alors en Polynésie, il y a beaucoup de choses qui sont faites par le tissu associatif et par le gouvernement. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans, vous pourrez le découvrir sur les différents stands. Mais comme on a parlé beaucoup d'humains, je voulais vous raconter deux histoires, l'histoire de deux personnes. Alors, parle un peu plus près de ton micro, Olivier. Ah, voilà. Sinon je parle fort, normalement les gens m'entendent. Donc alors, je vais vous raconter l'histoire de Christelle et l'histoire de Brenda. Alors ceux qui étaient là hier, ils ont entendu les histoires de Christelle et Brenda, mais vous n'étiez pas tous là hier. Alors Christelle, elle est DRH d'une des plus grosses boîtes de Polynésie française. Elle embauche autour de 3500 collaborateurs. Et elle nous disait l'autre jour, il y a une vingtaine d'années, les gens qui savaient ni lire ni écrire, ils ont perdu l'accès au marché du travail. Ils se sont retrouvés complètement exclus du marché du travail. Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas de permis de conduire, ils se retrouvent exclus du marché du travail. Et dans 5 ans, les gens qui ne sauront pas se servir des outils informatiques seront exclus du marché du travail. Et donc souvent, on pense inclusion numérique, développement digital, on voit il y a des drones, il y a des trucs 3D, etc. Mais elle disait, moi mon problème, c'est pas mes ingénieurs informaticiens, ça j'en trouverai toujours. Elle disait, moi mon problème, c'est mes 200 magasiniers, mes 300 étalagistes, qui sont des bons magasiniers, des bons étalagistes, mais quand il va falloir maintenant passer par des tablettes, etc., utiliser des logiciels de gestion de stock, ils disaient, ils vont pas réussir, il va falloir les accompagner, quoi. Donc l'inclusion numérique, c'est pas seulement les hautes compétences, alors moi j'y connais rien, les Java, C++ ou je sais pas trop quoi, mais c'est aussi faire en sorte qu'on laisse personne sur le bord du chemin, quoi. Et cet enjeu-là, il est important aussi en Polynésie. Et la deuxième histoire que je voulais raconter, donc c'est celle de Brenda. Alors Brenda, c'est une des jeunes des quartiers qu'on accompagne sur Utuarea. Utuarea, c'est le quartier qui est derrière la piste d'aéroport. Et Brenda, elle symbolise bien la jeunesse des quartiers qui n'est pas connectée. Elle n'est pas connectée en fait, Brenda, parce qu'elle ne sait pas s'en servir. Et Brenda, elle pense que c'est un truc de riche, que c'est un truc de sachant, etc., qu'il faut avoir fait des études pour faire du numérique. Et Brenda, elle bosse sur le FAAPU d'insertion qu'on a à Utuarea. Donc c'est de la baramine, elle remue de la terre, etc. Et on a toujours essayé de l'inclure dans ces approches numériques de trucs tout bêtes, hein. Aller sur le site du CEFI, consulter des offres d'emploi, faire ses démarches en ligne, etc. Elle a toujours été complètement récalcitrante sur ce genre de trucs. C'était pas pour elle, quoi. Et un jour, on a fait venir une dame que vous pouvez rencontrer cet après-midi, là, qui s'appelle Violaine, qui est une cartographe spécialiste de OpenStreetMap. Et en fait, elle est venue dans le quartier et on a demandé qu'elle forme les jeunes à l'utilisation d'OpenStreetMap. Alors, je ne sais pas si vous utilisez OpenStreetMap, mais c'est pas super simple en fait à utiliser si on doit rajouter des couches, des machins, etc. En gros, si on ne sait pas allumer un ordinateur, on pourrait penser que c'est impossible d'utiliser OpenStreetMap. Et donc, en fait, cette Violaine, elle est arrivée dans le quartier, puis elle a sensibilisé les jeunes, pas sur OpenStreetMap, parce que sinon c'était peine perdue, mais sur l'utilité, l'usage en fait qu'on pouvait faire de ces trucs-là. Et notamment, l'usage en question, c'était montrer que vous connaissez votre quartier, montrer que vous savez positionner sur une carte la maison associative, que vous savez modifier un chemin qui a été mal dessiné sur OpenStreetMap. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Brenda, qui avait toujours été récalcitrante au numérique pur, elle ne voulait pas en entendre parler, elle a vu qu'il y avait une utilité. Et qu'en fait, le numérique, pour elle, c'était aussi une façon de valoriser sa connaissance, qui était sa connaissance du quartier. Et Brenda, en une demi-heure, elle a appris à se servir d'OpenStreetMap, et au bout de 45 minutes, elle expliquait aux autres jeunes des quartiers où il fallait cliquer pour modifier la rue, etc., quoi. Donc vraiment, là où je voulais en venir avec l'histoire de Brenda, c'est que le numérique, tout ça, c'est que des outils, quoi. Et peu importe finalement l'outil qu'on utilise, ce qui compte le plus, c'est l'usage qu'on en fait derrière, quoi. Donc, à mon avis, l'inclusion numérique, ça repose sur ces deux histoires-là. Première histoire, c'est il faut oublier personne. Et le numérique, c'est pas qu'un truc de spécialiste, informaticien, etc. Demain ou après-demain, ça touchera l'intégralité de la population. Et si on les oublie, on a tout perdu finalement. Et la deuxième histoire, celle de Brenda, c'est que tout ça, ça reste que des outils, quoi. Et donc concentrons-nous toujours sur l'usage qui est fait de ces outils. Et finalement, c'est comme ça qu'on va faire de l'inclusion numérique. C'est pas en expliquant que c'est génial d'avoir une imprimante 3D. C'est en montrant que si tu veux mener tel projet, que tu as besoin de faire un prototype de ton truc, peut-être que l'imprimante 3D, c'est une solution. Donc toujours revenir aux usages. Merci Olivier, intéressant. Surtout ici, par exemple, tu parles de l'imprimante numérique, mais ça pourrait être une solution pour dessiner et créer des pièces de rechange pour son bateau, son moteur, etc., qui sont compliquées à acheminer. Et... Bref, c'est un sujet, mais je pense à ça. Est-ce que vous voulez réagir à ce que vient d'évoquer Olivier ? Oui, et rebondir sur pas mal
pas mal de choses, à moins qu'il y ait des questions peut-être déjà dans le public. Moi, j'avais une chose à ajouter. Alors, c'est assez paradoxal. Je suis entièrement d'accord, le numérique n'est qu'un outil, mais je trouve que quand même le numérique va au-delà d'être un simple outil. Je m'explique. Le numérique qui n'est pas Internet, c'est pas Internet. Le numérique, c'est quasiment devenu une espèce de nouvelle philosophie que l'humanité doit apprendre à gérer, à apprivoiser, à digérer, pour pouvoir évoluer dans un écosystème qui devient de plus en plus différent de celui qu'on connaissait. Et c'est en ce sens que pour moi, ce n'est pas seulement un outil. Il y a aussi une histoire un peu de mindset à avoir pour comprendre ce que pourrait éventuellement être le monde de demain et ce qu'on a envie que le monde de demain soit. Et c'est sûr que le numérique en tant qu'outil peut y aider. Et notamment, nous, on travaille beaucoup au CNUM sur comment est-ce qu'on met l'intelligence artificielle au service de ces solutions, de ces problématiques, pour trouver des solutions les plus adaptées, quasiment les plus personnalisées possibles. Parce qu'on a affaire à une multitude de personnes différentes qui se sentent plus ou moins éloignées de cette nouvelle perception du monde, et on n'a pas à les abandonner effectivement sur le carreau. Et donc c'est en ce sens où je trouve que le numérique est très intéressant d'être à la fois un outil et en même temps une espèce de nouvelle philosophie de l'humanité. Ça je trouve qu'il faut pas l'oublier notamment quand on commence de plus en plus à avoir des outils type IoT chez soi, qui ont on a une interaction quasi humaine avec des machines. Deuxième point, quand on réfléchit à l'inclusion numérique au CNUM, et notamment par exemple dans le cadre de l'éducation nationale, ce qu'on constate et ce qui nous interpelle, c'est que c'est la première... le fait que ce soit un énorme challenge pour l'État, pour les collectivités d'accompagnement, est aussi entravé par le fait que c'est la première fois qu'on demande à la population d'avoir son propre outil, donc d'avoir l'achat de cet outil. Donc certes, l'éducation nationale essaye de donner des tablettes et des ordinateurs, il y a de grands plans d'allocation en fait, soit de fonds, soit de matériel auprès des établissements scolaires. Ça, ok, c'est pour le scolaire et encore, c'est pas parfait. Mais pour ce qui est tout le reste de la population, c'est la première fois en fait qu'on demande à la population de s'auto-équiper dans un matériel qui est obsolète, quelquefois très rapidement, où on est dans du consumérisme. Moi, je ne connais pas de plan où l'État est venu et a dit venez, je vous offre l'ordinateur. Voilà. Vous devez aller sur mon service France Connect, donc je vous donne l'ordinateur. Et si je fais le parallèle avec le Minitel, pour ceux qui sont un peu âgés comme moi, moi, je me souviens que France Télécom passait dans toutes les maisons pour déposer le Minitel, parce que le Minitel devenait l'interface technologique avec laquelle on allait avoir une interaction administrative avec les institutions locales, les collectivités et les administrations. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose, je pose ça là. Voilà. Il faut y penser. Donc quand on fait appel à cette réflexion autour de l'inclusion, je pense que c'est un paramètre qu'il ne faut absolument pas négliger. Qu'est-ce que ça veut dire de demander à des personnes en situation de précarité d'être obligées d'acquérir l'outil qui va leur permettre de continuer à exercer leurs droits? Voilà, je pose la question, débrouillez-vous avec. Ouais, on présume que l'autodéquipement est quasiment 100% parce que c'est tellement dans notre société, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. C'est marrant ce que tu dis. Moi, je reviens de Madagascar et en fait, donc c'est le même sujet. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que l'initiative, elle vient du privé et qui dit, moi, je te fournis un téléphone pour un téléphone et ordinateur avec la connexion à 1 € par jour.
Et au bout de 3 ans, je te change tout. Enfin, ou 2 ou 3 ans, en fait, je te change le truc. Et effectivement, c'est... Non, il n'y a pas de contrepartie, parce qu'en fait, contrepartie, c'est la diffusion forcément en fait d'un type de téléphone, oui, mais non, il n'y a pas la récolte de données, non, parce que sinon ça, j'en aurais même pas parlé, j'aurais même pas osé en parler tellement je suis contre, tu sais bien, mais non, c'est de l'open source dans les téléphones, donc c'est pour ça que ça m'intéressait aussi, et donc effectivement, non, c'est fait avec un téléphone qui coûte 8 € en fait. Voilà pour le plus simple, et un téléphone un peu plus complexe qui est un peu l'équivalent d'un truc comme ça, qui coûte un peu plus cher. Et après il y a la partie ordinateur. Et effectivement, comme l'État ne peut pas fournir, ça fait partie des solutions. C'est pas mais c'est pas idéal, mais ça aide. Voilà, parce que finalement 1 euro par jour, même à Madagascar, c'est faisable. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Oui, non, moi j'allais rajouter que oui, c'est très important évidemment l'infrastructure, etc. Mais moi je fais beaucoup confiance à l'adaptabilité de nous tous, y compris des plus exclus. J'ai des anecdotes ahurissantes et je suis assez d'accord sur le fait que c'est une question de culture numérique, c'est une question de changement, de paradigme. Enfin, on pense autrement à cause du numérique, ça c'est compliqué. Et c'est là où il faut former. Parce que c'est sûr que si on reste complètement dans une logique d'il y a 20 ans, on est incapable de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'ai une autre anecdote, puisque j'en ai quand même pas mal. C'est au Zimbabwe, c'était justement donc une vieille dame qui reçoit sa pension sur son mobile. Alors évidemment, vieille dame, mobile, pension, enfin c'est compliqué. D'accord ? Alors pour résoudre ce problème, comme on fait, en fait cette vieille dame, elle a un téléphone parce qu'elle est fière, elle veut avoir son téléphone, mais son téléphone il n'a pas de batterie, la batterie est cassée, et elle ne sait pas le démarrer. Donc elle l'a, et pour elle, c'est ça, sa pension, elle vient sur ce téléphone. Donc elle va chez un agent, et une fois de plus, on va mettre des gens de proximité le plus proche possible des gens, et je pense qu'on en a besoin aussi en Occident. Hein. On aura les mêmes modèles en Occident, on va pas arrêter les contacts humains à cause du numérique, au contraire, on va essayer de les développer. Mais en tout cas, elle arrive vers un agent, et l'agent, j'étais debout derrière elle, elle avait un vieux téléphone, et les touches étaient complètement usées par les doigts tellement elle s'en était servie. Ça veut dire que des cas comme celui de la vieille dame dont je vais parler, ces cas sont fréquents. Donc elle prend ce téléphone qui a une batterie, elle prend le téléphone de la vieille dame, elle l'ouvre avec une dextérité étonnante, elle retire la carte SIM, elle met la carte SIM dans ce vieux téléphone qui est le sien, elle donne ce vieux téléphone qui a une batterie et qui marche à cette vieille dame, qui là rentre son code confidentiel. Il y avait un code confidentiel, elle savait le faire, donc ça avait été démarré par l'agent. Et puis l'agent fait l'opération et bien sûr lui donne, elle voulait faire ce qu'on appelle du cash out, elle voulait sortir un peu d'argent, donc elle venait tous les jours. Donc elle sort un petit peu d'argent, et bien sûr à la fin, l'agent redémonte le téléphone, reprend la carte SIM, remet la carte SIM dans le vieux téléphone, etc. Ça, prouve combien... Cette dame, elle a compris le numérique, elle sait que c'est son téléphone, elle sait que c'est là qu'il faut aller pour chercher sa pension, elle comprend que c'est virtuel, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir d'un camion de l'argent qu'on lui distribue avec le risque que ça représente, elle va aller tous les jours chercher un peu d'argent, donc c'est un vrai service, c'est du numérique. On l'a formé, mais il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Enfin, c'est presque du solaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de elle n'est pas équipée. Oui, elle s'est débrouillée. Et parce qu'on se débrouille, comme on se débrouille toujours. Et là, je suis très optimiste. Et je pense aussi, un dernier point rapidement, je pense qu'on est au tout début. C'est essentiel de faire tous ces programmes de formation, etc., mais on est au Moyen-Âge du numérique. On n'a pas commencé véritablement la vie numérique qui est en train d'arriver. Il y a 10 ans qu'on a les smartphones. Vous ne vous rappelez plus comment vous viviez il y a 15 ans. Comment vous faisiez vos photos, comment vous communiquiez avec vos amis, comment vous donniez un rendez-vous en ville. Enfin, voilà, on ne sait plus comment on faisait tellement ça a changé. Donc ça, c'était 10 ans. Donc imaginez ce qui va se passer. Ça va très vite, oui, mais ça change de façon très rapide. Et je pense que tout le monde adoptera sa façon de faire, voilà, y compris avec les livres, bien sûr. Ouais, on a encore quelques 2-3 minutes et puis on va passer aux questions du public. Je fais la version courte alors. Moi je me rappelle tout à fait où j'étais à 15 ans, j'étais à l'école. Ça c'est pour dire que vous parlez un peu digital native tout à l'heure. Moi je suis parti de cette génération-là. Et comment on l'a vécu cette logique-là, je me rappelle très bien, je faisais des maths à l'époque, peu importe.
Le numérique, effectivement, c'est une philosophie, et même je perçois plus comme un objet politique, dans le sens global du terme, c'est-à-dire à la fois ce que ça a de bénéfique la politique et ce que ça a de moins bénéfique. Donc ça veut dire que comment aujourd'hui on arrive à construire cette politique si en mettant aussi nos codes à nous dedans. Et ça, on peut le faire uniquement si on a la maîtrise de ce que ça veut dire à la fois des externalités positives du numérique, mais aussi négatives. Donc on a parlé tout à l'heure de l'exclusion numérique, mais en fait, il y a des fractures numériques, il n'y a pas une fracture numérique. Il y a une fracture de l'infrastructure, il y a une fracture servicielle aussi. C'est-à-dire qu'on a des services numériques, comment on va les chercher, comment on fait en sorte qu'en tant que citoyen, j'ai accès à l'ensemble de mes droits qui sont en ligne. Toutes ces logiques-là, et ça veut dire que demain, je vais faire un petit plug aussi, comment on arrive à construire une agora autour de tout ça, c'est en trouvant les codes, en les comprenant, et surtout en pouvant les mettre en pratique, les mettre en avant. C'est-à-dire que si demain on a une population qui est totalement formée, qui sait ce que ça veut dire d'avoir le numérique, qui sait ce que ça veut dire d'avoir ses données en ligne, qui sait ce qu'est le cloud, qui sait derrière ce que ça représente en termes de réseau, déjà comprendre ce qu'est un réseau, je pense que c'est nécessaire, et c'est demain, je pense que ce sera, on verra ce que les programmes d'éducation nationale, mais ce sera intéressant de savoir sur toutes ces logiques-là, comment on construit chez soi, par exemple, ce qu'on appelle les réseaux mesh. En fait, c'est des réseaux que vous construisez, vous mettez une antenne au-dessus de chez vous, et déjà cette initiative-là, ça vous permet de dire, tiens, comment je fais un réseau chez moi en fait ? Il faut que je mette une antenne, et mon voisin va voir, je fais, mais qu'est-ce que c'est que cette antenne ? Derrière, je lui explique, et ça crée une dynamique autour de la compréhension du numérique, comment je déploie aussi demain une valeur qui soit une valeur numérique, qui soit commune à l'ensemble des populations. Et ça, c'est compliqué, parce qu'on a des concentrations du numérique qui font qu'aujourd'hui, on avait dit que le numérique, ça allait ouvrir les territoires, mais ça les referme au final. On a une super concentration sur l'Île-de-France de tout l'écosystème numérique. Sortir de l'Île-de-France, c'est compliqué. Donc, voilà, vous pouvez discuter avec des fonds d'investissement, etc., qui vont dire, bon, c'est gentil, t'es à Nantes, c'est bien, mais à un moment donné, quand est-ce que tu viens en Île-de-France ? Il y a encore mieux, quand est-ce que tu viens à Paris ? Donc, comment demain, on fait en sorte que le numérique soit le plus inclusif possible dans toutes ces logiques-là ? Il faut qu'on comprenne de quoi on parle. Comme on comprend d'autres types de philosophie, d'autres types de politique, est-ce qu'on est communiste, est-ce qu'on est capitaliste, tout ça, il y aura la même chose sur le numérique. Et on voit de plus en plus apparaître des grandes tensions géopolitiques autour du numérique, justement parce que l'enjeu, au-delà d'être la compréhension du réseau, d'être économique, il est surtout politique. C'est comment on diffuse des cultures. Quand on voit ce qui se passe en Afrique aujourd'hui avec certaines entreprises chinoises autour de comment on déploie certains systèmes sur le continent, ça veut dire que demain, comment nous, on est en capacité aussi d'avoir une approche par rapport à ça. Et ça fait qu'au final, quand on parle d'inclusion numérique, ce qu'on parle, c'est de notre vie en tant que citoyen dans ce monde numérique. Et comment on arrive à se positionner par rapport à ça. Et également par rapport à l'information, ça a été un peu évoqué par Salva, mais aujourd'hui, il y a des fractures numériques, et je pense également à celle d'avoir la capacité, la formation et la capacité de pouvoir traiter l'information, détecter ce qui est une fake news, ce qui est une rumeur, ce qui est à l'origine aussi aujourd'hui de beaucoup de mouvements sociaux, de mouvements... Typiquement, il y a apprendre à apprendre qui est clé. C'est-à-dire qu'il y a aussi les logiques autour des compétences topographiques. Comprendre ce que sont les internets, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'Internet, c'est pas juste Fortnite, Facebook, et après, ça y est, on a compris ce qui s'y passe. Il y a l'Internet des objets. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'avoir... Moi, j'ai le monde connecté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de données qui sont remontées chez Apple ou autre ? Mais ça, si on ne le comprend pas, on ne peut pas se dire, tiens, je vais me former sur tel ou tel sujet. Et donc, il y a un gros travail d'acculturation qui se met en place avec des initiatives, des recommandations qui ont été portées par le Conseil national du numérique ou d'autres. Mais ça veut dire aussi que derrière, on arrive à créer une coalition très forte. Et ça, je pense que c'est l'intérêt de ce genre de réunion qu'on peut avoir, c'est qu'on arrive à échanger autour de comment on crée des coalitions, des Justice League, pour reprendre notre thématique, autour de l'inclusion numérique et de construire un programme qui permet à toutes nos îles et à notre pays d'être souverains sur le numérique. Parce que la souveraineté numérique en France, elle est balbutiante, pour pas dire autre chose. Et c'est encore un autre sujet, et c'est encore autre chose. Ouais, mais ça fait... voilà. Ouais. Est-ce que vous avez des questions dans le public ? Il nous reste peu de temps, mais si vous avez des questions, je les prends. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous dites tous que l'inclusion numérique
et par définition donc ne doit exclure personne. Alors moi j'ai retenu quelque chose de très juste qui vient de Madame la Présidente du Conseil national du numérique, c'est-à-dire qu'elle dit qu'il faut des espaces publics numérisés et je trouve que c'est excellent. Contrairement à ce que Farid disait, il faut de la formation sur 6 mois, 9 mois. C'est très bien la formation sur 6 mois, 9 mois pour des bacs +3. Mais les espaces publics numérisés, ça concerne tout le monde, le public qui est exclu également. Et elle nous a lancé une problématique très intéressante. Comment faire pour toucher tout public, y compris ceux qui malheureusement n'ont pas d'outils, d'ordinateurs, d'équipements, etc. Alors j'ai une idée, je ne sais pas ce qu'elle vaut, elle va peut-être coûter cher, mais la collectivité, je pense, doit être solidaire. Une équipe volante, comme par exemple les infirmiers, les médecins qui se déplacent dans des publics fragiles, une fois par semaine, 2 fois par semaine. Et il y a aussi des publics qui ne veulent pas utiliser le numérique constamment. Il faut leur laisser cette liberté, même si c'est une contrainte dans le futur ou dans le monde actuel, pour certaines personnes, il faut respecter cette contrainte pour ces personnes-là et leur laisser utiliser le numérique uniquement, par exemple, pour faire des formalités indispensables. Et c'est tout. Donc, pour ces personnes-là, il faudrait une équipe volante, que la collectivité accepte de payer plus, peut-être un peu plus d'impôts, pour permettre à ce public-là d'accéder lorsque c'est une contrainte pour elle, par exemple. Merci. Alors, je reprends vite fait, je te laisse la parole. J'ai pas dit que j'étais contre les espaces publics numériques et j'ai pas parlé de formation 6-7 mois. J'ai dit qu'on faisait des espaces éphémères de 6 à 9 mois pour créer une dynamique sur le territoire qui permettent justement de former les gens sur la population. C'est pas du tout la même chose. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est typiquement, je prends un cas. On a fait pendant 12 mois ce type d'initiative dans des quartiers à La Réunion, peu importe lesquels. On a créé ces espaces-là. Aujourd'hui, ces espaces sont totalement autonomes, sans financement public. Donc, ils créent des relations avec la CAF, le Pôle emploi, et c'est eux qui financent la formation. Ils sont opérés par des gens qui ont été formés et qui sont dans l'immeuble, qui sont descendus, qui ont dit on va se prendre en main, on va créer des espaces. Parce que les espaces publics numériques, ça a été une catastrophe en France. On peut en discuter, mais ça a été très mal géré sur tous les territoires. Donc, on peut en discuter, mais moi, je ne suis pas preneur de dire que l'État doit apporter, ça va changer. Ouais, l'État... Ouais, bon, on discutera, c'est une autre discussion. Non, mais les EPN n'existent plus, excuse-moi. Ah oui, mais justement, donc on est d'accord que il y a c'était les une maisons cata. maintenant France Service, il y a les tiers-lieux, ça a changé. Les EPN, en fait, tout simplement, ça a été une catastrophe parce qu'il n'y a plus de financement. Voilà. C'est tout. Voilà. Il y a un jour, il y a Caisse des dépôts, fermer le robinet. Bon, quand il n'y a plus de financement, c'est compliqué. On peut pas. Ça a été une grosse erreur. Ça a été d'ailleurs un gros scandale. Mais voilà, c'est comme ça. Mais du coup, on est revenu. L'État un petit peu est revenu dessus. Et donc, alors, entendons-nous bien. Moi, je suis pas là pour défendre un schéma par rapport à un autre. Je dis juste que il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place. Les maisons France Service en font partie. Donc, c'est une autre manière, en fait, de recréer des espaces publics numériques qui n'ont plus du tout la même finalité que ce qui existait. Et parallèlement à ça, il y a le développement de ce qu'on appelle des tiers-lieux, qui sont des lieux qui sont à la fois des lieux de formation, des lieux de Fab Lab, des lieux de sociabilisation, où justement on permet à des populations qui soit ne souhaitent pas avoir la connexion chez elles, soit n'ont pas la capacité de la financer tous les mois, de pouvoir justement avoir accès, comme vous le disiez, aux services en fait vitaux d'existence dans son pays. Après, la question de formation, c'est encore autre chose. C'est encore un autre sujet. Et c'est pour ça, c'est aussi ce en quoi je suis d'accord avec Farid. Le numérique, au-delà d'être aussi une philosophie, c'est politique. Oui, c'est politique. Et c'est pour ça que je parle de mindset et que je parle qu'il y a toute une transition à opérer, mais on n'effectue pas cette transition sur je ne sais combien de milliards de personnes sur la planète en un claquement de doigts. Voilà. Avec de très grandes disparités de compréhension, d'équipements, de personnes véritablement formées, expertes sur le sujet. Avec la disparité qu'on a, on a besoin, ça prend du temps, ça va demander aussi énormément de moyens. Je crois que c'est une des premières fois aussi dans l'histoire où ça va demander aussi beaucoup de moyens aux citoyens. On va demander aux citoyens d'être de plus en plus responsables, de plus en plus opérateurs en fait de cette activité et de ne plus être nourris finalement par la chose de l'État.
parce que les moyens à mettre en œuvre sont tellement considérables que oui, les États baissent un petit peu les bras par moment et confient soit à du tissu associatif, soit à du tissu économique. Là où l'État, du coup, peut jouer un rôle, c'est être attentif à ce que ça serve véritablement, ce dont on parlait hier sur l'intérêt général, que ça serve véritablement l'intérêt général. OK pour que Google finance un lieu de formation, d'acculturation, à condition que ce ne soit pas pour vendre les outils Google. Voilà, tout simplement. C'est juste ça. Ça doit juste être encadré. Et je pense qu'il faut en fait tout simplement, c'est tous ensemble qu'on va y arriver si on veut véritablement, effectivement, trouver et découvrir quel va être notre avenir dans cet univers où la technologie prend énormément le pas à côté de nous dans cette évolution. Merci. Alors Olivier, Yves nous quitte parce qu'il doit aller donner une autre conférence à l'instant sur la banque digitale, pour ceux que ça intéresse, juste à côté. Et Olivier, mais très rapidement, vas-y. C'est une super idée ce que tu as proposé. Donc alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu peux rencontrer l'équipe volante qui existe en Polynésie. Elle est sur le stand de face, là tout au fond. Donc c'est des jeunes des quartiers, des jeunes en situation de handicap qui font le boulot que tu évoques. Donc d'aller dans les quartiers, d'équiper des maisons de quartier et puis de former les jeunes des quartiers à l'utilisation de ces outils-là. Et pour revenir sur les tiers-lieux qu'on évoque, etc., en Polynésie, avec le soutien du gouvernement, on a adopté une autre technique. Alors le truc le plus courant, c'est les tiers-lieux numériques. Alors en Nouvelle-Calédonie, on a des cases numériques. À Wallis et Futuna, on a des cyberbases. Avant, il y avait les espaces publics numériques. En Polynésie, on s'est dit, finalement, au lieu de créer des nouveaux lieux et puis d'essayer de générer du flux de passage sur ces lieux-là, en fait, on va s'appuyer sur le réseau associatif polynésien. Et en Polynésie, on a une grande chance, c'est qu'on a un réseau associatif qui est très volontaire. Beaucoup de bénévoles, mais souvent qui se sont constitués en réponse à des problématiques sur les territoires. Donc c'est vraiment des acteurs très fiables et qui sont très orientés terrain. Et donc finalement, en Polynésie, et ça fait un peu le lien à ce que je disais tout à l'heure, on fait de l'inclusion numérique en se servant comme d'un outil. On va aller équiper une association qui fait la promotion de la culture, on va lui équiper une salle informatique et elle va faire de l'inclusion numérique en se servant de sa salle informatique pour exercer sa mission de promotion culturelle. Une association d'insertion, son métier c'est de faire de l'insertion. On va lui équiper une salle informatique et elle va faire de l'inclusion numérique avec la finalité de faire de l'insertion. Le centre d'hébergement d'urgence des personnes à la rue sur Tahiti, son boulot c'est de trouver des solutions à ceux qui sont à la rue. On lui installe une salle informatique et il va faire de l'inclusion numérique, mais comme un outil, comme un usage, quoi. Donc voilà, ce que tu évoques, ça existe en Polynésie et la stratégie fonctionne assez bien. Et coûte pas trop cher. Merci beaucoup. Donc c'est très lié au sujet de la transformation numérique également et de l'accompagnement finalement des gens à cette transformation et à ce nouveau mindset. Merci à vous tous. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci à vous pour votre participation. Cet après-midi à 14h, moi je vous retrouve ici pour un Smart Meeting qui est dédié au nouveau mode de collaboration entre start-up et entreprise. Merci.